Bonsoir à ceux que j'ai pas vus. Je me présente vite fait, je m'appelle Anthony. J'ai une présentation après sur moi vite fait, donc on en parlera tout à l'heure. Ce soir, je vais vous parler d'event sourcing. Déjà pour commencer, qui a déjà entendu parler de l'event sourcing? Oh, qui en a déjà fait? Ah, ah nickel. On va commencer la présentation. Oui, et aussi merci au Cancamp de m'accueillir parce que ils n'étaient pas obligés, donc merci à eux. Donc qui je suis? Moi c'est Anthony Tournery, je suis développeur, j'ai travaillé pour des boîtes plus ou moins connues. Je fais aussi du freelance, je fais du sport. Je sais que ça se voit pas comme ça, mais je fais du sport pour de vrai. Et du coup, je fais plein d'autres choses. Et pour continuer ma présentation, évidemment, comme il n'y avait pas de photo de moi et que tout le monde met une photo, parce qu'on est tous très arrogants, bien évidemment, j'ai mis cette photo, c'est la meilleure que j'ai trouvée. Voilà, c'était juste en me préparant la présentation. Donc, pourquoi utiliser l'event sourcing? Alors, il y a plein de bonnes raisons. La première, c'est que c'est une façon de penser un système informatique orienté métier. C'est-à-dire, plutôt que de penser au code, on va penser d'abord au métier et ensuite comment on va l'implémenter en code. La deuxième, c'est la gestion des données dans des systèmes qui sont complexes. Parce que vous allez le voir, en fait, vu qu'on sépare justement les métiers, ça permet forcément de gérer mieux au fur et à mesure et de ne pas avoir un fichier qui fait 2583 lignes avec une ligne au milieu qui est centrale mais que vous ne voyez pas parce que le fichier fait 2583 lignes. Aucune perte des données. Et ça, j'insiste, vous allez voir que pour le coup, il y a zéro perte de données, jamais, ce qu'il n'y a pas dans les autres systèmes hors event sourcing. Pareil, si vous avez besoin de traçabilité, comme vous n'avez pas de perte de données, forcément, vous pouvez aussi l'utiliser comme un peu du monitoring. Ça va vous permettre de voir ce qui se passe dans votre système et de pouvoir du coup facilement tracer pourquoi il y a un problème, s'il y en a un. La scalabilité, parce que comme tout est orienté métier et qu'en général, on fait des petites briques orientées métier, forcément, au niveau scalabilité, vous pouvez vous faire plaisir. Et en plus de ça, si après vous faites des systèmes avec des queues, alors là, la scalabilité, elle est infinie. Et que ça fonctionne bien aussi avec CQRS et DDD, pour toutes les raisons qu'on a citées avant. Donc ça, c'est les principales raisons. Et aussi les migrations qui sont extrêmement simples pour un read model. Je ne sais pas s'il y en a qui ont connu des migrations compliquées dans leur vie. Si c'est le cas, désolé, moi aussi. Mais en event sourcing, les migrations compliquées, ça existe beaucoup moins. Les objectifs de cette présentation, c'est vous donner envie de regarder un peu plus en détail l'event sourcing en rentrant chez vous. Démystifier aussi la complexité en vous donnant du code, parce que je ne vais pas juste faire une présentation sans code, il n'y a pas d'intérêt. Et aussi ne pas me ridiculiser en moins de 5 minutes de présentation, c'est trop tard. Et voilà, du coup, too late. Donc les concepts qu'il y a en event sourcing. Donc déjà, vous avez des concepts, vous avez forcément event sourcing, événement, vous avez un événement. Un événement, c'est un fait passé immuable qui a du sens pour le métier. Si on prend un boulanger, un événement, ça peut être la vente d'une baguette de pain, ça peut être la fin du temps de repos d'une heure et 45 secondes d'une baguette tradition, ou l'heure d'arrivée de la commande de farine. Tout ça, c'est des événements, vous parlez à quelqu'un qui fait du pain, il va les connaître. Ensuite, vous avez un autre concept, c'est les streams. Et un stream, du coup, c'est un ensemble d'événements liés à un ou plusieurs agrégats. Donc l'agrégat, on va le définir tout à l'heure. Si je prends l'exemple des boulangers de tout à l'heure, si moi, j'ai plusieurs boulangeries, j'ai une boulangerie à Caen, une à Bayeux, une à Paris et une à Metz, je ne sais pas pourquoi je ferais une boulangerie à Metz, mais pourquoi pas, et forcément, si j'achète de la farine pour ma boulangerie de Caen, je n'ai pas plus de farine à Bayeux, quoi. Donc on voit bien que je suis obligé de séparer mes trucs. Et donc du coup, un stream, c'est quelque chose qui va représenter une logique pour le métier. Donc là, en l'occurrence, si j'achète de la farine pour ma boulangerie à Caen, le nom du stream, ça va être boulangerie-Caen. Très simple. Ensuite, il y a forcément aussi le stockage des événements. Ils sont toujours stockés donc, dans un stream et ils sont joués dans un ordre chronologique. C'est très important. L'ordre des événements pour un boulanger, ça va être par exemple l'heure d'arrivée de la commande de la farine, la fin du temps de repos d'une baguette d'1 heure et 45 secondes d'une baguette tradition et la vente d'une baguette de pain. Je ne peux pas faire de pain si je n'ai pas de farine. Si je n'ai pas de farine, je ne peux pas faire de pain. Et du coup, je ne peux pas non plus vendre le pain que je n'ai pas. Voilà. Donc forcément, le stockage des événements et la liste d'événements est très importante dans l'ordre chronologique. C'est primordial. Donc là, comme je vous ai dit tout à l'heure, on a aussi un agrégat. Donc l'agrégat, c'est une représentation de l'état actuel de la somme de tous les événements qui lui sont liés. Alors,
C'est un peu complexe, mais vous allez voir avec l'exemple qu'il y a tout à l'heure, normalement, ça sera simple. Un agrégat, il n'est pas stocké en base de données, ce n'est pas quelque chose qu'on stocke, et il est reformé à partir de la liste de tous les événements d'un même stream. Si je prends les événements précédents, par exemple, donc l'agrégat il va changer d'état selon le moment de la journée, parce que forcément, quand je vais avoir ma farine, que je vais faire du pain, etc., j'aurai peut-être moins de farine, etc. Donc si je reprends l'exemple de tout à l'heure, au tout début de ma journée, ma boulangerie est vide, il n'y a aucun événement, j'ai donc pas de farine, ni d'argent, ni de pain, mon agrégat, 0 kg de farine, 0 argent en caisse, 0 pain préparé, il n'y a rien. Si on continue, la farine arrive à destination. Si vous avez du bol, ça n'arrive pas comme ça. Donc, pour le moment, il y a juste de la farine et il n'y a rien d'autre. Donc, je reçois ma farine. Mon agrégat, il a quoi, à votre avis? Yes, c'est ça que je veux entendre. Il a de la farine. Donc maintenant, j'ai 20 kg de farine, j'ai toujours pas d'argent en caisse et j'ai toujours pas préparé de pain, mais au moins, mon agrégat, il représente vraiment ce qu'il y a à ce moment-là de la journée. J'ai que 20 kg de farine. Point. Ensuite, arrive le temps de repos d'1 h et 45 secondes d'une baguette tradition. Donc, une fois qu'on a fini tout ça, le pain est fait et on a utilisé, pour l'exemple, on a utilisé toute la farine. Donc, du coup, qu'est-ce qui va se passer dans mon agrégat, à votre avis? S'il y a des gens qui ont la réponse. Il n'y a plus de farine, mais il y a du pain. Bon, 20 kg de farine, 60 pains, je me suis dit que c'était à peu près cohérent. Je ne sais pas ce que vous en pensez, s'il y a des gens qui font partie d'un truc de farine ou quoi, enfin de boulanger, mais ça me paraissait cohérent, 250 grammes à peu près la baguette. Donc maintenant, on vend une baguette de pain, la première de la journée. Donc là, un pain a été vendu et de l'argent est rentré en caisse. Donc ce qui se passe... Combien d'argent? 5 € maintenant. J'ai mis 1,50 €, j'ai été plus mesuré. Mais je me suis dit, 5 €, c'est vrai que l'avantage, c'est que dans 10 ans, je peux encore refaire la même présentation et que ça sera toujours valide, quoi. C'est vrai que peut-être que je vais le changer finalement. Donc là, forcément, j'ai vendu un pain, donc plus de farine, j'ai de l'argent en caisse et j'ai un pain en moins par rapport à avant. Donc 59 pains préparés. Jusque-là, tout est logique. Donc maintenant, ça, c'est les concepts principaux qu'il y a en event sourcing. Maintenant, on va voir la différence qu'il y a du coup entre un système CRUD et l'event sourcing. Déjà, les agrégats ne sont pas stockés en base de données, ils permettent juste au métier de prendre la décision la plus cohérente suivant l'état actuel. Donc, c'est-à-dire, la plupart du temps, dans un système CRUD, on va aller récupérer les infos de la base de données et ensuite, on va prendre cette logique pour faire des choix. La plupart du temps, ça se passe comme ça. En event sourcing, on utilise l'agrégat. C'est l'agrégat qui nous sert dans notre logique métier tout le temps. À la suite d'un événement, on vient écrire en base de données, au besoin, donc on appelle ça le read model. Alors à la suite d'un événement, là, j'ai mis qu'on vient écrire en base de données, mais ça pourrait être n'importe quoi. Hein. Ça pourrait être, on appelle un webhook pour dire qu'on a eu cet événement-là, ça peut être, on appelle Stripe pour lui dire d'annuler le truc, enfin, ça pourrait être vraiment n'importe quoi. Hein. Ça pourrait être même, une fois qu'on a cet événement-là, on fait un autre événement, et ça pourrait être tout et n'importe quoi à la suite d'un événement, mais c'est toujours l'événement qui est au centre de tout ce qu'on va faire dans notre système. Et ensuite, chose trop bien, c'est que le read model s'adapte aux requêtes et peut être changé en fonction des changements du métier. Si je prends l'exemple de tout à l'heure avec mon pain, on peut se dire, tiens, maintenant, en plus de vendre, on veut avoir une gestion des stocks et on veut compter tout ce qu'on a avant de le vendre. Et du coup, ça, c'est un événement qu'on pourrait rajouter. Et peut-être que ça serait un événement, est-ce qu'on a checké aujourd'hui? Oui, non. Et on n'a pas besoin de le stocker, c'est juste l'événement et l'agrégat qui va se rejouer derrière. Et si le projet utilise CQRS, le read model aussi, alors ça c'est un des avantages, c'est que si le projet utilise CQRS, le read model ne peut ne pas être à jour des événements. Ça s'appelle de l'eventual consistency. Ce qui se passe, c'est que, imaginons par exemple, je joue mes projections, donc j'envoie en base de données en asynchrone, c'est-à-dire je lis l'événement et après je vais mettre à jour toutes les bases de données et j'appelle tout une fois que ça met assez à jour. Si jamais la personne est rafraîchie, par exemple la page à ce moment-là, mon read model, ça peut prendre quelques secondes, ne sera peut-être pas à jour, et dans ce cas-là, forcément, elle n'aura pas les dernières infos disponibles, puisque je n'aurai pas encore joué tous les événements. Donc ça, c'est un des points qui peut être problématique en event sourcing. Bon, il y a beaucoup d'autres points qui sont très positifs, mais je ne voulais pas être biaisé et vous dire que la vie est rose partout, quoi. Voilà. Donc du coup, on y arrive, hein, les inconvénients. Alors c'est plus complexe qu'un CRUD, parce que ça nécessite de stocker les événements, mettre en place un système de relecture d'événements, mettre en place les agrégats.
L'event sourcing aussi, forcément, il y a beaucoup de moins de gens qu'en font, donc ça veut dire que si on met en place de l'event sourcing, il faut le partager avec tout le monde pour que tout le monde puisse le comprendre. Donc il y a beaucoup de choses qui fait que c'est un peu plus complexe à mettre en place. Comme je disais tout à l'heure, le pattern CQRS avec l'event sourcing, c'est souvent asynchrone. Alors, c'est pas obligatoire, mais c'est souvent asynchrone, ce qui fait que là, on rentre pile dans l'eventual consistency et que des fois, il faut peut-être attendre 5 secondes le temps que l'événement se joue. Voilà. La gestion des événements historiques, parce que on peut avoir des événements qui changent. Par exemple, imaginons que en plus de ma farine, je reçois du sel et que j'ai envie de recréer un nouvel événement, forcément, mes événements où je reçois que de la farine, il va falloir quand même que je fasse avec. Donc là, il y a plusieurs types il y a des solutions pour résoudre ces problèmes-là. On peut versionner les événements, il y a plein de solutions, mais c'est quelque chose qu'il faut gérer. Et les events qui s'empilent au fil du temps, si jamais j'ai 2 millions d'events, forcément, ça fait beaucoup à relire pour l'agrégat. Et dans ce cas-là, il y a des possibilités de prendre ce qu'on appelle des snapshots. Donc, c'est-à-dire, en gros, on va jouer l'agrégat jusqu'à 1 500 685. Et après, on va rejouer que les derniers événements en cours, qui n'ont pas encore été joués. Voilà. Maintenant qu'on a parlé des événements et de l'event sourcing, on va faire un exemple par le code. Donc, vous avez créé le nouveau Facebook. Félicitations à vous. Vous êtes vraiment des génies. Personne n'y avait pensé. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. Qui n'a jamais eu envie de recréer le nouveau Facebook ? La première itération, ça sera très simple. On veut juste créer et éditer des messages, pouvoir liker et retirer les likes des messages, et créer et éditer les commentaires sur les messages. Donc vraiment une version minimaliste, mais qui fonctionne, quoi. Donc pour faire ça, on va faire très simple. On va faire, ça c'est un truc qui s'appelle l'event modeling. Donc c'est une façon qui est très cool de non seulement faire parler le métier pour tout le monde, et en plus de ça, d'avoir de la doc. Parce que je sais, je vous connais, hein. Je sais qu'il n'y en a aucun qui fait de la doc ici. Vous n'allez pas me le faire à moi, hein. Et ça fait de la doc. Et en plus, ça fait comprendre le métier, et ça permet d'avoir une trace historique de ce qu'on fait. C'est vraiment très bien. Donc là, vous avez tout en haut, dans l'event modeling, le front. Donc, et tout ce qui est au-dessus de la ligne, ça serait les plusieurs fronts, s'il y en avait plusieurs. Donc là, on mettrait une image, machin, avec un truc à cliquer. Une fois qu'on a ça, on a une commande qui est créer un message, et du coup, on va stocker où dans la database? On va stocker le message dans la base de données. Voilà. C'est un truc très simple. Donc, ce qu'on va faire... Alors, est-ce que vous voyez bien ou est-ce qu'il faut plus grand? Un petit peu plus grand? Alors, attendez, je vais essayer. J'aurais dû regarder ça avant de venir. Oh là là. Quel homme. Donc, on a notre CRUD qui est ici, on a toutes les itérations. Alors, je vais juste vous montrer de façon extrêmement rapide. En gros, c'est juste un truc qui écrit des messages en JSON. Pour que ça reste très simple, j'avais pas envie de créer des bases de données, des machins. Ça va écrire les messages ici. Et globalement, ça écrit juste, ça rajoute un message, on peut les avoir, on peut les éditer. Voilà, rien de très compliqué. Donc, le seul truc, nous, qui nous intéresse ici, ça va être les messages. Donc, tac, ici du coup, on va aller dans le CRUD et on va lancer le truc. Donc, on arrive ici. Là, on a créé notre premier message. Donc, notre premier message, c'est original 1 et l'auteur, c'est -1. Alors, ça sera ça aussi pour les autres itérations, c'est-à-dire ça sera original 2, -2, édité 2, etc. pour plus de simplicité. Donc là, on a créé notre premier message. Cool. Maintenant, ce qu'on va faire, on va venir l'éditer. Donc là, jusque-là, pas de problème. Ensuite, il y a quelqu'un qui va venir commenter. Ensuite, il y a une autre personne, la même personne va venir éditer son message parce que ça ne lui plaisait pas. Il y a quelqu'un qui like, du coup L1 qui like, et après la personne, elle arrête de liker. Ok. Donc jusque-là, pas de problème, notre truc fonctionne. Les gens qui ont créé le produit sont très contents et ils nous disent, c'est pas de bol, mais en fait, quand les gens ils éditent les messages, on ne sait pas le message qu'il y avait avant. Et du coup, ça pourrait être tout et n'importe quoi, hein. Ils pourraient parler de l'invasion de la Pologne pendant la guerre de Prusse de 1542 et qu'on ne le saurait pas. Et donc, on a envie de garder une trace de ça, que ce soit, ne serait-ce que pour des raisons légales, en fait. Donc, on dit, ok, pas de problème. Donc, on va faire notre première migration, parce que là, on va avoir besoin d'avoir aussi des ID pour les messages, machin. On lance notre migration. Très bien. Là, déjà, on remarque, on n'a pas pu récupérer les messages édités d'avant, etc. On n'a rien récupéré, forcément, on ne l'a plus. Pas de bol.
Donc c'est pas grave. Maintenant, quand il y a quelqu'un qui va créer un message, donc la personne crée un message, si jamais ça édite, ça remet le même ID de message et du coup ça met édité 2 et moi 2. Donc là on a une trace de ce qu'on avait fait avant, pas de problème. On continue, donc il y a quelqu'un qui commente, il y a quelqu'un qui édite, il y a quelqu'un qui like, il y a quelqu'un qui retire son like. Et là maintenant, qu'est-ce qu'on nous dit? Parce que là, le mec qui a édité le commentaire, ben, on n'en sait rien. Et oui, même problème. Donc du coup, qu'est-ce qu'on doit faire? On refait une petite migration, parce qu'on aime bien ça. Donc, comme vous pouvez le voir, hein, on n'a rien récupéré. Hein. Le message 1, il y a toujours que édité 1, moi 1, édité 1, lui 1. Enfin, on n'a pas récupéré le commentaire édité du premier, etc. Donc, c'est perdu dans les méandres d'Internet pour le moment. Donc, on refait la même chose. Il y a quelqu'un qui recrée un message. Il édite son message. Il y a un commentaire. Ensuite, on édite le commentaire. Donc, forcément, bah, on recrée notre truc. Alors là, j'ai poussé un peu le trait. Hein, c'est-à-dire que les commentaires, ils sont tous en doublon. C'est pas grave. Hein. Ensuite, il y a quelqu'un qui like et il y a quelqu'un qui retire son like. On fait quoi là, à votre avis? Bah ouais, on aimerait bien avoir une trace que quelqu'un a liké parce qu'on aimerait bien savoir pourquoi la personne a retiré les likes, etc. Bah oui. Donc qu'est-ce qu'on fait? Une migration. On refait notre migration. Donc c'est pareil, on recrée un message, donc original 4, moi 4. On édite, on va jusqu'au bout. Tac, donc là, on a notre personne qui like, maintenant ici. Et là, après, quand la personne elle va finir de liker, donc là, maintenant, on a bien ici le fait que quelqu'un ait liké ici. Et du coup, on a bien après le fait que quelqu'un n'ait plus liké. Donc, c'est un peu chiant parce qu'il faut se retrouver, mais ça fonctionne. Et donc, là, on arrive, et là, on se dit, OK, ça devient trop complexe. Quand on va aller demander les messages en base de données, on doit récupérer tous les messages d'avant, tous les commentaires, tous les likes. C'est chiant. Et c'est pas optimisé. Donc, on se dit, bon, bah, on va faire une migration, on va tout séparer. Donc, ce qu'on va faire, on va mettre juste un endroit où il y a le dernier commentaire à jour, un endroit où il y a le dernier message à jour, et un endroit où il y a les likes à jour, et on va sauvegarder l'historique dans d'autres trucs. Ça fonctionne. Du coup, maintenant qu'on arrive ici, j'ai très envie, parce que je l'ai commenté en plus, on a notre fameuse fonction pour migrer les données. Donc, on arrive, on crée les nouvelles bases de données. On récupère les anciens messages. On itère sur tous les messages. Une fois qu'on a un message ici, on itère sur tous les messages actuellement en base de données pour un ID donné. Donc, c'est-à-dire, si j'ai mon message édité normal 1, édité 1, bah, on itère pour récupérer tous les messages. On les push, du coup, forcément, pour les sauvegarder. On crée la nouvelle entrée pour sauvegarder l'historique d'un même message. Si on est au premier message, ou si le message actuel est différent du message précédent, on le push pour avoir l'historique de nos messages. Une fois qu'on a fait ça, on récupère toutes les personnes qui ont liké ce message. Si les utilisateurs ont actuellement des likes et que c'est différent du dernier like des messages sauvegardés, on les push ou on les retire. Et si le message est le dernier de la liste, on sauvegarde le message comme message final. On itère sur tous les commentaires, et donc l'historique des commentaires pour le message. Si jamais le commentaire n'est pas dans l'historique, on crée l'entrée. Si du coup il n'est pas dans l'historique, bah forcément on ajoute le commentaire dans l'historique. On regarde si le commentaire existe déjà dans les commentaires du message final. Si le commentaire existe déjà, on met à jour le contenu parce que dans le message final, du coup, c'est pas le bon commentaire. Et ensuite, s'il n'existe pas, on le rajoute juste dans les commentaires. S'il n'existe pas, on le rajoute dans les commentaires du message final. Et on sauvegarde le dernier état du message. Voilà. Ça, c'est la migration. Faites pas genre, je sais que vous avez tous connu. Hein. Les trucs avec des bases de données qui datent d'il y a 15 ans, où on se dit comment je vais faire pour migrer ce truc-là. Et il y a des cas spécifiques, des fois les trucs sont à nul, des fois ça n'existe pas, des fois c'est ici, des fois c'est un lien là, mais on l'a tous connu. Et là, du coup, je l'ai revécu avec ça et ça ne m'a pas fait plaisir. Donc, maintenant, une fois qu'on a vu ça, forcément, il y a la partie, la même, avec l'event sourcing. Donc, quand on arrive dans l'event sourcing, je vais vous montrer du coup ici le premier code qui est là. Donc on arrive, on a les interfaces, les machins. On a une interface pour les événements.
Donc un événement, c'est à quoi? C'est un type d'événement, donc ça peut être message créé, message édité, message supprimé, enfin ça pourrait être tout et n'importe quoi. Les datas, c'est tout ce qu'on veut. Le stream name, donc ça c'est le nom du stream pour un message donné. Là, alors, actuellement ça va être pour un message donné, mais ça pourrait être tout et n'importe quoi. Donc on a juste notre classe tête pour les événements, qui a tout ce qu'on a dit avant, donc c'est-à-dire elle a des données et un type. Il n'y a pas grand-chose. Ensuite, on a, pour chaque événement, on a notre classe avec là, du coup, la classe message added. Donc, où dedans, dans message added, on n'a pas tout ce qu'il y a normalement dans un message. C'est-à-dire que là, on va avoir que les auteurs, le contenu et un ID, parce que on sait qu'on vient d'ajouter le message, on sait qu'il n'y a pas de commentaires, on sait qu'il n'y a pas de like, on sait qu'il n'y a rien de tout ça. Donc forcément, déjà, les trucs, ils sont beaucoup plus clairs. Pareil, quand on édite un message, qu'est-ce qu'il y a besoin? Il y a juste besoin du contenu et de l'ID du message, pas besoin de plus. Éventuellement, on pourrait rajouter qui édite le message, parce que ça pourrait être un admin pour pouvoir traquer ça. Pareil pour les commentaires, comment edit, comment edited, on ajoute les likes, on les retire. Là, ici, on a un event handler, donc ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est ce qui va réagir aux événements. Donc là, en l'occurrence, quand on va lui passer un événement, on va juste regarder est-ce qu'il y a une fonction qui existe pour ce type d'événement, et si oui, eh ben on va la jouer. Donc là, par exemple, ce qui se passe, c'est que quand on va ajouter un message, on va récupérer la liste des messages et on va push le nouveau message dans la liste et on va le sauvegarder en base de données. C'est tout ce qu'on va faire. Pareil pour le message édité, pareil pour le commentaire, pareil pour tout. Et l'agrégat, c'est un peu la même chose. Alors attendez, on va aller chercher l'agrégat vite fait. L'agrégat, c'est un peu la même chose. Quand on va le loader depuis l'historique, donc c'est-à-dire comme on disait tout à l'heure, vu qu'il n'y a rien qui est sauvegardé dans l'agrégat, l'agrégat, on a juste un load from history. Il va aller chercher le stream en question et il va rejouer tous les événements qui ont un rapport avec lui. Donc par exemple, si jamais je load l'événement d'un message, va y avoir forcément un message added, donc on va dire qu'il existe. Ensuite, on va mettre un contenu et un auteur. Donc là, c'est ce qu'il y a juste ici. Pareil pour les comment ID, les user like, etc. L'agrégat, en fait, il est là juste pour démontrer ce qui a du sens pour le métier. Hein. Il est là que pour ça, lui. Hein. Et prendre la meilleure décision. Donc, quand on ajoute son message, on l'édite. Si on l'édite, forcément, on met juste à jour le contenu. Quand on ajoute un commentaire, on push l'ID du commentaire dedans. On pourrait push aussi le contenu, etc. C'est juste que c'est pas fait parce qu'il n'y avait pas d'intérêt à le faire. Donc je ne l'ai pas fait. Et pareil pour les likes. Les likes, en fait, quand il y a quelqu'un qui like, on va juste push le user dans la liste des users qui like. Quand on le supprime, je le filtre. Voilà. C'est tout ce qu'on fait. Et ensuite, dans l'agrégat, on va avoir toutes les autres méthodes qui nous permettent de savoir comment est l'état actuel. Donc, est-ce que le commentaire existe, par exemple, une fois que j'ai chargé mon agrégat et qu'on me dit, tiens, il faudrait que tu édites le message 1, 2, 3, 4. Enfin, il faudrait que tu édites le commentaire 1, 2, 3, 4 pour ce message. Oui, mais est-ce que le commentaire, déjà, il existe dans ce message? Et l'agrégat, lui, il le sait. Donc, du coup, je lui passe l'ID et je regarde si ça existe. Si ça existe, je le passe. Si ça n'existe pas, je ne le passe pas. Pareil pour les likes. Et après, comment est-ce que ça se passe? Ça se passe exactement comme ça. Là, par exemple, quand on ajoute un message, je sais que le message n'existe pas, donc je le push dans l'event bus. Et du coup, dans mon message edit, j'ai quoi? J'ai un auteur, un contenu et un ID. C'est tout. Quand j'édite le message, je vais regarder, du coup, comme j'ai dit tout à l'heure, je vais regarder si, quand je load le message aggregate, j'ai quelque chose. Si j'ai quelque chose, après l'avoir load comme history, s'il n'existe pas, je mets une erreur, je dis non, le message que tu veux éditer là, moi j'ai rien. Donc ça édite pas. Sinon, je laisse passer. Et du coup, ce qu'on va faire aussi, à chaque fois qu'on va push un message, donc comme je disais juste avant, on va sauvegarder l'event. Donc là, ça veut dire que maintenant ici, je vais avoir un event.json et un message.json. Je vais avoir les deux. Tac. Donc, si je joue les événements, j'ajoute mon message. J'ai donc ici un événement message added, avec comme auteur, moi 1, comme contenu original 1, et du coup l'ID, le stream name, tout ça. On voit bien que ça push le message ici. Donc on va faire comme tout à l'heure, je vais aller un peu plus vite pour... Donc là, hop, tac. Donc là maintenant, on se rend compte
qu'on est exactement dans le même cas qu'avant. Là, c'est-à-dire que dans ma base de données, je ne sais pas ce qui a été édité, je ne sais pas ce qu'il y avait avant, j'en sais rien, et pour le moment, ça n'a pas de sens. Par contre, quand je vais lancer ma migration, donc là, je lance ma migration, hop, j'ai récupéré tout ce qu'il y avait avant. Parce que ce qui se passe, je vais vous montrer le code. En fait, le code, il diffère un tout petit peu au niveau du message edited, donc dans l'event handler. Tac. Ici, en fait, dans le message edited, je vais juste récupérer les messages. Je lui dis, ok, vas-y, tu vas push le nouveau message avec le nouveau contenu et tu vas le sauvegarder dans mon message.json. Et en fait, à chaque fois, je viens écraser tout. Si on regarde bien dans mon script de migration qui est ici, comme tout à l'heure, vous avez pu voir les scripts de migration, là, en fait, dans mon script de migration, le seul truc que je fais, c'est je vais récupérer tous mes événements, les messages, je remets tout à zéro, donc j'efface tout, comme si la base de données n'avait jamais existé, parce qu'au final, elle n'a pas besoin d'exister plus que ce que j'ai besoin. Je récupère les ID des messages, et du coup, j'appelle avec mon message handler, j'appelle tous les events qui ont été joués dans l'ordre où ils ont été joués, évidemment. C'est-à-dire que je n'appelle pas message edited alors que message added n'a pas encore été joué. Du coup, on arrive dans la deuxième. Donc là, pareil, on rejoue tout. Donc ça crée forcément ici, là on avait le premier stream qui est là. Si on va plus loin, forcément maintenant j'ai un deuxième stream avec le message que j'ai édité. Donc tac, tac, on va jusqu'à la fin de la seconde itération. Et là, on se retrouve bien avec, comme tout à l'heure, les messages édités et les commentaires, etc. Sauf que maintenant, pareil, on a le même problème que tout à l'heure, on veut pouvoir avoir les commentaires à jour et avoir les anciens commentaires dans l'historique. C'est pareil, en fait, je modifie juste ma fonction comment edited, et du coup, là, non seulement je récupère ceux de l'ID 2, mais je récupère aussi ceux de l'ID 1, parce que là, le commentaire qui est ici, c'est le premier commentaire que je n'avais pas sauvegardé dans la base de données parce que je ne savais pas encore que j'en avais besoin. Donc forcément, maintenant, j'ai tous les commentaires pour le message 1. J'ai aussi tous les commentaires pour le message 2. Donc pareil, vous vous doutez, là, je vais faire exactement la même chose pour les likes. Tac. Donc là, j'ai bien ici ma liste de commentaires avec lui 3 et du coup édité 3, donc on est bon. Donc pareil pour les likes avec la 4e itération. D'ailleurs, on a aussi au passage tout récupéré des likes dans les premiers messages, évidemment. C'est-à-dire que dans le premier message où on ne savait pas encore qu'on voulait sauvegarder les likes, vu que je suis tout en événement, à chaque fois que je fais quelque chose dans mon système, je sauvegarde les événements, et à chaque fois que je vais vouloir les rejouer, du coup je récupère toujours tout, je ne perds rien. Donc pareil, on joue jusqu'à la fin, le 4e. Et alors là, vous vous souvenez le petit script de migration des enfers? Ouais. Et là, moi, mon script de migration, il ressemble à ça. Voilà. C'est tout. Je vais juste créer entre guillemets, les bases de données que j'avais pas, et je vais rejouer mes événements, je vais juste modifier tous mes event handlers, et du coup, maintenant, j'ai rien perdu d'ailleurs des premiers commentaires, j'ai rien perdu des likes, j'ai rien perdu des messages, et ça a été très simple à rejouer parce que justement, en fait, je ne me base pas sur ma base de données pour pouvoir jouer mes migrations, pour pouvoir sauvegarder mes trucs. Les événements, c'est le cœur du truc. Si jamais, à un moment donné, il se passe quelque chose dans mon système, je mets un événement, et je sais qu'après, si même 10 ans plus tard, j'ai envie de me dire « Ah tiens, on a besoin de ce truc-là, mais on n'y avait pas pensé à l'époque, mais cet événement-là, ça colle bien à ça. » on peut le rejouer. On perd rien du tout. Bon, évidemment, je vous passe les détails sur le dernier, je perds toujours rien. Donc, comme vous pouvez le voir, en fait, je ne perds absolument rien. Ça me permet, moi, de garder les traces de l'historique. Et en plus de ça, ça me permet de devoir splitter mes trucs façon métier, parce que là, actuellement, par exemple, on se dit, tiens, les messages, les commentaires, etc., tout est dans le même métier, mais en réalité, on pourrait avoir un stream pour un commentaire. Et là, si jamais je devais le faire, je ne l'ai pas fait, mais je rejouerais une migration en disant à chaque fois que tu vois un commentaire qui a été ajouté ou édité, tu veux le push dans le stream du commentaire, et du coup maintenant j'ai un stream du commentaire qui serait propre à chaque commentaire, et pour les logiques métiers,
bah, du coup, forcément, je splitterai tout. Si par exemple, je prends un exemple qu'on connaît, mais vous avez une équipe qui gère la facturation et une équipe qui gère les paiements, et qu'au début de votre vie d'entreprise, bah, les deux étaient la même équipe, et bah là, vous pouvez splitter giga facilement. Et en plus de ça, si jamais l'équipe qui gère la facturation a besoin d'avoir des ajouts sur les paiements, et bah, ça va juste se faire avec les webhooks ou autres. Hein. Vous pouvez aussi passer par des trucs comme Kafka ou du PubSub, enfin ce que vous voulez. Et du coup, bah, ils ont juste à écouter vos événements qui seront toujours les mêmes. Donc du coup, ils savent ce qu'ils vont recevoir, ils savent ce qu'ils doivent en faire derrière, et du coup, eux, ils pocheront leurs propres événements de facturation de l'autre côté, parce que l'équipe de facturation s'en fout de ce qui se passe côté paiement, mis à part un event, et l'inverse est vrai aussi, l'équipe de paiement, ils s'en fichent de ce qui se passe côté facturation, tant que eux, ils ont ce qu'ils ont besoin. Voilà, voilà. Donc, du coup, oui, j'avais zappé ce passage-là, mais du coup, forcément, l'event modeling évolue. Donc, à la toute fin, ici, on vient créer le message, et du coup, on vient aussi créer le message history. Et en event modeling, bah, du coup, ça se passe comme ça. Donc là, on a le clic, on a la commande, et ensuite, on a le handler qui est exécuté juste ici, là, en tout petit. Ah oui, c'est en tout petit pour vous, vous voyez rien, nickel. Donc, qui est exécuté juste ici, et qui, lui, vient mettre à jour la base de données. Et donc pareil, une fois que là c'est juste à la toute fin, bah en fait c'est toujours l'event ici, handler, qui va venir lui mettre à jour l'historique et les messages. Voilà, voilà. Si jamais il y en a qui veulent regarder comment le code est fait, jouer avec, etc., vous avez un QR code pour le projet GitHub. Et vous avez le lien juste en dessous. Il est public. Et voilà, bah, ça me paraît pas si mal. Oui, bah, j'étais obligé de mettre un chat. Je veux dire, dans une présentation, si on ne met pas un chat, c'est qu'on a loupé sa présentation. Par contre, oui, c'est ça. Mais du coup, si vous avez des questions, allez-y, je suis chaud pour les éviter. Oui. Moi j'en ai une, est-ce que tu couples les deux? C'est-à-dire que tu fais parfois des applis avec une part de CRUD et une part de sourcing, où tu fais vraiment full l'un ou l'autre d'ailleurs. Alors, ça dépend le contexte. Si jamais, par exemple, tu pars d'une appli qui est en CRUD et que tu vas faire de l'event sourcing, tu vas forcément faire vivre les deux en parallèle le temps que tu fasses tes migrations, c'est obligatoire. Après, l'avantage, c'est que si tu es en full event sourcing, bah, comme je disais, tu vas rien perdre et en plus de ça, tu vas être obligé de splitter ton métier. Donc, c'est-à-dire, tu n'auras plus besoin d'appeler le CRUD. Après, rien n'empêche de, par exemple, si jamais tu es en train de migrer les deux et que c'est compliqué, bah, tu peux créer une route ou dire, tiens, il se passe ça. Et après, cette route-là va appeler le code de ton CRUD pour faire ce qu'elle a besoin. Typiquement, je ne recommande pas forcément, mais ça peut fonctionner. Du coup, tu peux faire vivre les deux en même temps. Il n'y a rien qui empêche de... De toute façon, quand tu as un truc historique, à un moment donné, il faut migrer. Et quand il faut migrer, bah, tu as forcément deux trucs qui se jouent en même temps. Voilà. C'était un bel évitement. Oui. Je te remercie. Tu parlais tout à l'heure de faire des snapshots sur les agrégats. Quand Oui. tu as des applications qui sont assez dynamiques et où tu te retrouves dans des cas où tu as souvent besoin de tes agrégats, est-ce qu'il t'est arrivé de snapshopper toujours le dernier état d'un agrégat? Tu parles tout à l'heure c'est un anti-pattern pour le coup, le concept d'avoir une base de données, mais en fait, tu as des cas de figure où en fait, calculer un agrégat, ça peut être hyper coûteux. Oui. Et dans ce cas, potentiellement, avoir un snapshot de cette dernière valeur, ça peut rendre service. Est-ce que ça t'est arrivé d'avoir à le faire? Ça m'est jamais arrivé d'avoir à le faire parce qu'en réalité, calculer les agrégats, en fait, ça peut être coûteux à partir du moment où tu as quelque chose comme plus de 100 000 événements à rejouer. En général, c'est pas le cas. Si vraiment ça arrive, en effet, là, tu peux te dire que potentiellement, peut-être faire un snapshot sur des snapshots peut-être réguliers de tes agrégats, par exemple. Un truc bête, mais ça serait si tu devais faire un snapshot d'un agrégat, bah, tu pourrais dire que quand tu lances ton application, tu vas chercher tous les agrégats sauf les 50 derniers, par exemple, et tu les stockes dans un Redis ou quoi que ce soit, et après, comme ça, tu peux rejouer, et du coup, ça te permet de scaler un peu mieux. C'est pas forcément la bonne solution, mais au moins, ça permet de pallier si vraiment les agrégats sont très compliqués. Mais si l'agrégat est compliqué à ce point-là, peut-être que le besoin métier est pas clair aussi. Bah après, parfois, il y a des besoins métiers qui demandent énormément de sécurité Ah sur les oui, données, oui. de l'instantanéité et qui reposent sur des volumes de données hyper importants. Donc, ça oui. existe. Ça existe. Bah, c'est un cas qui est délicat à gérer. Système bancaire, par exemple. Oui. Et du coup, c'est ce qu'ils font. En fait, eux, ils rejouent les agrégats au fur et à mesure. Et bon, les systèmes bancaires, j'imagine qu'ils doivent, ils doivent recevoir un peu d'appels. Mais pour le coup, le fait de pouvoir aussi jouer les appels en asynchrone,
Ça permet, si jamais tu sais que tu vas avoir beaucoup de temps sur une donnée, bah, tu n'atteins pas la fin de ta requête. Tu dis OK, j'ai bien pris en compte. Et après, tu joues en asynchrone si au besoin, quoi. Ça dépend parce que parfois tu as des traitements qui ont besoin d'une réponse synchrone, Oui. notamment sur une opération bancaire, sur une autorisation de transaction, qui vont s'appuyer sur des données qui, elles, sont alimentées par des événements. Et du coup, les agrégats, s'ils ne sont pas disponibles, on ne peut pas répondre avec des temps de réponse corrects. Ouais, c'est ça. Bah, si vraiment, c'est comme je disais, hein, si tu as 1 million d'événements et que tu n'as pas de snapshot, là, ça peut prendre du temps. Mais encore une fois, si tu as ça, du coup, vaut mieux faire un snapshot avec un Redis et au moins comme ça, tu es tranquille, quoi. Nice. Moi, on y vient. C'est un anti-pattern pour le coup, mais... Bah oui, mais y a, des fois, il n'y a pas le choix. Les patterns, c'est bien tant que ça peut subvenir au métier, quoi. Ça me va, je rends la main. Merci. Pas de problème. Personne? Ah! Est-ce que c'est un chat sur un abribus qui permet d'alimenter ta campagne? Non, mais ça aurait pu. Mais je ne savais pas qu'on allait parler d'abribus, sinon j'en aurais sûrement mis un. Désolé, du coup, hein, j'avais pas réfléchi au coup des abribus avant de venir. Là, tu nous as montré un exemple en TypeScript Oui. hors framework. Est-ce que tu as des outils, des frameworks de prédilection pour publier ou manipuler les messages? Il y a des librairies en général. Je prends typiquement, alors je leur fais pas de la pub parce que j'aime bien, mais il y a des trucs que j'aime pas. Si par exemple on prend EventStoreDB, qui est justement une base de données qui est faite pour les événements, ils ont des SDK qui sont prévus justement pour PHP, JS, etc. Et souvent, il y a aussi des librairies qui permettent de le faire, notamment je pense au CQRS. Tous les langages ont leur librairie pour le CQRS. Et mis à part ça, sinon, on peut aussi le coder à la main. En vrai, il n'y a rien de très compliqué, même à coder à la main. Vous voyez, en 100 lignes, c'est fait. Mais rien n'empêche, par contre, de trouver des librairies. Oui. Attends, parce que sinon, les gens ils vont pas t'entendre. Bah ouais. Ou alors, je la répète. À un moment, tu as dit... À un moment, tu as parlé d'event handlers qui pouvaient eux-mêmes créer un nouvel événement. Oui. Tes event handlers, tu les mets, j'imagine, dans une couche infrastructure, niveau architecture. Les event handlers, oui, en effet, ils sont au niveau de l'archi, parce qu'ils ne sont pas au niveau métier, eux. Ouais. Mais du coup, si tu as un event handler qui crée un événement, donc pour moi, c'est quelque chose qui est métier. Ouais. Est-ce que du coup, tu les mets quand même au niveau de la couche infra, ou est-ce que tu as, on va dire, un workaround pour quand même les mettre dans ta couche métier et les faire fonctionner? Alors, tu as un truc qui s'appelle une saga en event sourcing. Et en gros, les sagas, ça sert un peu à ça. C'est-à-dire que les sagas, quand il va se passer un événement, ça va dire, OK, si cet événement-là, il vient de l'extérieur pour raison X, Y ou Z, tu vas me jouer cette partie de mon code et du coup, qui va être jouée. Mais par contre, les event handlers, eux, ils sont dans la couche infrastructure. Et les events, eux, qui sont dans la partie métier, bah, du coup, quand ton event handler, il va se jouer, et si jamais il doit repush un event, ça revient dans la couche métier, et puis après, il se passe ce qui doit se passer si jamais tu as besoin de réagir derrière à autre chose après cet event-là, quoi. D'accord. Et j'ai une deuxième question. Ouais. Admettons que tu crées un événement, mais que tu as mal codé et ta donnée est fausse dans l'événement. Aïe. Est-ce que ça, j'imagine, c'est les cas les plus compliqués? Ça peut arriver. Ça peut arriver. Est-ce que du coup, les migrations de ton expérience, elles sont compliquées à faire dans ces cas-là ou... Bah, à partir du moment, en fait, c'est Si quoi tu que dois tu appelles corriger mal la codé? donnée, hein, C'est quoi que tu appelles mal codé? Bah, tu fais une faute, par exemple, dans ta boulangerie, Ouais. tu dis que ton four a terminé, tu es censé mettre le four à off après, et Ouais. sans faire exprès, tu dis que son statut est en chauffe, je dis Ok. une bêtise, alors qu'il aurait dû, et l'utilisateur ne peut pas changer ce statut tout seul. Ok. Ce qui fait que le besoin métier, il est complètement faux et il doit être remis en état correct. Ouais. Du coup, tu es obligé de migrer tes événements, en quelque sorte. Enfin, Alors, de changer tes événements. En gros, si le besoin métier est incorrect, ça va être joué dans l'agrégat. Si vraiment tu as besoin de savoir, ou alors si l'utilisateur a besoin de le savoir, bah en fait, ce que tu vas faire, tu vas juste faire exactement comme j'ai fait, tu vas rejouer tous tes événements et tu vas du coup rejouer les event handlers qui, eux, vont faire ce qu'on appelle les projections. Et les projections, c'est le fait de venir écrire dans la base de données. Mais si l'événement est faux... Mais justement, c'est pour ça que je demande qu'est-ce que c'est un événement faux pour toi. Ah oui, un événement faux, c'est four updated. Ouais.
Et dans les données de cet event, Ok. le four est en chauffe, alors qu'au moment où four updated était censé être levé, il était censé être à off. Ok, donc, ok. Je ne sais pas si je suis clair. Je pense que je vois. En gros, ce que tu veux dire, c'est que si par exemple, tu as un four updated qui va mettre le booléen à 1 quand tu le mets à chauffer, et ensuite que tu as un four updated qui vient mettre le booléen à 1 aussi, alors qu'il devrait être à 0 dans un endroit de ton code, est-ce que tu peux récupérer ça? Ouais, c'est ça. Ok. Et ben en gros, la réponse, elle est simple, c'est est-ce que tu pourrais le récupérer en CRUD? C'est pareil. Si tu t'es trompé malheureusement dans ton handler, ou même quand tu pushes ton event et que l'event est faux, et une fois que ton événement est faux, il a quand même été mis dans ta base de données. Après, tu as toujours moyen peut-être de récupérer, là si on prend le cas d'un booléen, alors un cas très spécifique, mais tu pourrais dire si jamais j'ai 2 events côte à côte et que j'en ai un qui le met à 1 et l'autre qui me repush exactement la même chose, recrée-moi un nouveau stream qui sera lui bon avec juste un event à true et un event à faux. D'accord. Mais c'est un cas très spécifique. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Et du coup, forcément, si tu repushes un nouveau stream, ça veut dire que tous les streams d'avant étaient faux. Ouais, donc c'est comme tout, une fois si tu fais une erreur comme ça, malheureusement tu peux pas non plus, c'est bien mais ça fait pas de la magie si tu t'es trompé dans ton code et que tu as mis un mauvais événement. C'est comme si par exemple ta banque elle disait que tu as touché 10 000 €. Qu'est-ce qui leur prouve que tu n'as pas touché 10 000 € a posteriori? Ils n'en savent rien. Ouais. Voilà. Ok. Merci. Pas de problème. Alors du coup, c'est un petit peu lié, mais ton Facebook, par exemple, si tu veux supprimer des données, oui. Donc par exemple supprimer un utilisateur, Okay. et supprimer ses données pour RGPD, tout ça, etc. Okay. Comment est-ce que tu fais pour le supprimer de tes événements? Tu as plusieurs choix. Soit, déjà, quand tu vas supprimer, tu vas pusher un event user deleted, donc ça c'est le premier truc. Ton user deleted, lui, après, il va avoir un handler qui va venir dire, déjà, supprime-moi tout, par exemple, tu vas récupérer les commentaires qui sont liés à cet utilisateur, tu vas récupérer les messages qui sont liés à cet utilisateur, tu vas récupérer les likes, tu vas tout récupérer. Ensuite, une fois que tu as fait ça, que tu as récupéré les commentaires, les likes, tu vas faire un message deleted, donc tu vas push un message deleted dans chaque event. Et après, une fois que tout ce qui est en base de données est supprimé, tu vas venir supprimer les streams correspondants, par exemple. Ça serait ça pour anonymiser, là, typiquement. Alors là, je pars du principe que tu as un message deleted dans chaque event, etc. Mais en réalité, tu pourrais venir supprimer directement les streams, ça serait pareil. Hein. Mais du coup, il va falloir supprimer et les streams et tout ce que tu as en base de données, etc. quoi. C'est ça. Non, RGPD et event sourcing, c'est vrai que c'est un peu plus chiant que dans un CRUD. Mais par contre, du coup, tu n'as pas trop le choix parce que si tu gardes les événements, forcément, en fait, tu n'as pas vraiment anonymisé ton utilisateur. Quoi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Nickel. Eh bien, écoutez. Merci. Voilà. Oui. Non. Non mais. si, je peux le remettre avec plaisir. C'était pour déconner. C'est ça. Et en fait, là, ça envoie sur le Rickroll. J'aurais pu, mais j'ai pas fait ça.